Eh ben, bienvenue sur le podcast Cœur de Papa. Aujourd'hui, je reçois Jordan qui, qui a vécu un accouchement pas tout à fait comme prévu. Il va nous expliquer ça. Et Jordan, je l'ai rencontré un week-end de Cercle d'Hommes avec Chris. Et on a vite été assez intime et qu'on a partagé un Airbnb pour le week-end. Et on avait une petite chambre avec un petit lit de 140. On était bien serrés. Mais voilà, tout s'est bien passé. Et, et quelques mois après, ben, Jordan a été tout nouveau papa. Et il va nous raconter ça. Alors, je te laisse la parole si tu veux faire une petite présentation. Et après, on va passer donc à ton accouchement, à ta vie de jeune papa et à des changements professionnels aussi qui peuvent être inspirants de ce que tu fais maintenant. Voilà pour le programme. À toi, Jordan. Bienvenue dans Cœur de Papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Eh ben, déjà, je te remercie de m'avoir invité sur ton podcast. Donc, moi, c'est Jordan. Euh, je suis de Clermont-Ferrand, dans l'Auvergne. Voilà, que dire, je vais pas rentrer dans tout le détail, à raconter mon parcours professionnel et tout ça. Mais en tout cas, je suis content d'être ici, de pouvoir partager cette aventure, en fait, un peu hors du commun, je dirais, parce que c'est vrai que c'était pas prévu. Donc écoute, pour te raconter un peu cette histoire d'accouchement, nous à la base, déjà faut savoir que Rose, du coup notre petite fille s'appelle Rose, elle était pas, on s'est pas dit on va avoir un projet bébé, tout ça, on prévoit d'avoir un enfant, voilà. Si tu veux, elle est arrivée sur le tas, quoi. J'ai envie de dire sur le tas, mais elle est arrivée, c'était pas prévu en fait. Du coup, pour revenir à ça, parce que c'est quand même assez important, je trouve, quand on l'apprend Bah oui, oui. au début, c'est pas. Moi, pour le coup, moi j'étais heureux sur le coup. Honnêtement, je sentais qu'il y avait un truc. Et en fait, un matin, elle m'a appelé, elle me dit, bah, viens voir et tout. Et je savais que c'était ça, quoi. Sauf que je la sentais, elle, pas très enjaillée de tout ça, clairement. Et en fait, ouais, ça a été compliqué au début parce que vraiment, elle a eu cette impression que... Ah, Je ne t'entends plus. merde. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, il y a eu une petite coupure, je crois. C'est bon, on est de retour? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Euh, Ouais. donc, du coup, ouais, pour revenir à elle, à ce moment-là, quand elle l'a su, bah, ça a été plutôt un choc sur le coup parce que elle s'y attendait pas du tout en fait, hein, et si tu veux, elle avait l'impression que ça allait la freiner dans tous ses projets où elle était à un moment de sa vie où elle découvrait pas mal de choses et elle avait envie voilà, se tourner vers ce qui l'inspirait encore plus. Donc d'un coup, elle est partie là-dedans. Elle s'est crue. On peut croire en fait que sur le coup, quand c'est pas prévu, bah ça va. Ah, putain, ça a coupé de nouveau, non? Non, non, c'est bon. Ah. Bon, désolé pour les gros mots. Je couperai au montage, c'est bon. Ouais, tu couperas, c'est bon. Tu vas t'amuser alors. Ah oui, donc du coup, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que à ce moment-là, en fait, ce qui est important, c'est d'accepter. Quand c'est pas prévu, c'est d'accepter au fond de nous que, en fait, on n'en ait pas eu envie et de se laisser le choix de derrière peut-être avorter ou des choses comme ça. Nous, on en a parlé en fait. Elle m'en a parlé parce que c'est vrai que sur le coup, voilà, on savait pas trop comment faire. Surtout elle, moi, honnêtement, j'avais envie de le garder, cet enfant. J'étais heureux en fait d'apprendre ça et tout. Mais du coup, je lui ai dit, bah, je te soutiendrai parce que c'était important pour moi qu'elle, elle le veuille vraiment, quoi. Ouais, bah ça fait vachement écho un peu à nous aussi, notre premier.
Benjamin, bon, je sais pas vous comment vous aviez géré la contraception, mais bon, nous on avait quand même arrêté la contraception, mais c'est arrivé aussi super vite. Et ma femme Anita, là, quand elle l'a appris, bah, pareil, envahie beaucoup par les peurs. C'était arrivé super vite et tout. Et, et moi, comme toi, j'ai tout de suite senti, bah, moi j'étais content, tu vois, cool. Mais oui, oui, après, on a eu un peu la même conversation. Est-ce qu'on le garde ou pas? Bon, on n'a pas réfléchi très longtemps, nous, Mais mais ouais, ouais, nous non c'est, plus. c'est important. Ouais, nous non plus, mais je pense que c'est important de se poser la question, tu vois, et d'être complètement d'accord avec ça, en fait, d'avoir accepté que, ben, peut-être je me laissais le choix en fait, de ne pas garder cet enfant. C'est ça finalement qui derrière peut te faire switcher, tu vois, t'acceptes finalement l'inverse, vraiment toutes les possibilités. Parce que si tu te laisses pas le choix, bah, souvent c'est subi quand on se laisse pas le choix. Les choses sont subies derrière, donc c'est vrai que c'était important à ce moment-là. Et du coup, bah, de tout ça, bah, euh, notre petite rose commence à pousser dans le ventre, hein. Donc la grossesse, tout ça. Alors elle a décidé de se faire accompagner par une doula. Donc à partir de ce moment-là, je dirais que ça a été un peu une prise de conscience pour elle d'abord et pour moi aussi parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur l'accouchement en fait. Euh, voilà, beaucoup de choses qui sont liées aux événements naturels et à la nature, que ce soit principalement de la femme puisque c'est elle qui enfante, mais à la puissance de cet espace-là pour accoucher en fait. Donc ça a été un vrai. Ouais. Et je te coupe juste pour peut-être dire un peu, je pense pas que toute l'audience, même s'ils connaissent ce que c'est qu'une doula. Et est-ce que toi, avant que ta femme te parle de ça, tu savais ce que c'était? Non, pas du tout. Ouais, effectivement, je savais pas du tout Ouais. ce que c'était. Je savais pas que ça existait. Ouais, voilà, c'est vraiment pas connu en France, donc vas-y, explique-nous un peu Donc, ce que c'est. ouais, bah ouais, bien sûr. Du coup, pour parler d'une doula, en fait, c'est une femme. Je dirais que c'est une sage-femme de la nature. C'est la sage-femme de Gaïa. Elle est là un peu pour nous ramener sur les principes ben, naturels, hein. C'est vraiment l'accouchement, retrouver, redonner confiance en la femme et lui expliquer en fait d'où ça vient, toutes les croyances qu'on a déjà sur l'accouchement, que l'accouchement ça se fait dans la douleur, que voilà, aujourd'hui beaucoup de femmes choisissent la péridurale pour rien ressentir. Sauf que si le jour de l'accouchement, tous ces effets-là, ils sont là, tous ces effets, que ce soit la douleur, euh, ben, ils sont pas là pour rien, quoi, clairement. Et c'est retrouver une partie de sa souveraineté pour une femme, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est puissant, quoi, pour le coup. Et d'ailleurs, même pour un homme, on n'enfante pas, hein, bien sûr, mais il y a quelque chose de plus, je dirais, sacré et ritualisé dans le fait que ça se fasse à la maison, dans son cocon, avec beaucoup moins d'interaction. C'est quand même un moment puissant et intense. Donc c'est vrai que donc ouais, la doula, elle est vraiment, vraiment là pour nous guider dans ce chemin. Et moi, en plus, je me suis senti investi là-dedans, plus investi en fait. Parce que par exemple, j'avais eu un rendez-vous avec elle pour qu'on puisse en parler tous les trois. Elle nous avait envoyé des vidéos d'enfantement naturel dans l'eau, dans des choses comme ça, où bah, on le regardait tous les deux, quoi. Donc je me sentais plus investi parce que c'est vrai que aujourd'hui, en tant que père, enfin en tant que père et avant d'être père, finalement, il y a pas grand-chose pour les hommes. Bah oui, oui, j'en parle beaucoup dans un épisode que j'ai fait avec Anita où clairement, nous, on a connu les deux, tu vois. On a connu la version hôpital, médicalisée avec péridurale Ouais. et l'accouchement naturel en maison de naissance, pas à la maison comme toi. Mais bon, c'est quasiment pareil parce qu'on est vraiment comme dans une chambre, vraiment pour nous, la sage-femme intervient vraiment pas. Et bah moi, ça a révélé Anita, quoi. Je pense c'est le troisième accouchement, ça l'a changé, quoi. Ouais, ça l'a révélé, quoi. Moi, je À le prendre sens aussi. confiance. Je, Mm. je vois un vrai changement en elle. C'est vraiment ça, ça redonne une partie de sa puissance.
Et je parle pas de la puissance euh, dans la domination et tout ça, je parle vraiment de la puissance féminine. Euh, donc c'est beau à voir, hein. Honnêtement, toutes les femmes, C'est l'acte ultime de la femme, quoi. bah c'est ça. Naturellement, en fait, Ah ouais. sont, j'ai envie de dire conçues, même si j'aime pas trop ce mot, mais naturellement, elles sont conçues pour ça. Et puis nous, en tant que père, effectivement, on a quand même un rôle vachement plus important qu'à l'hôpital où je disais, tu te fais juste écraser la main et tu l'encourages et puis basta, quoi. Ouais, Mais, là, bah, tu vas nous raconter, toi, peut-être plus en détail, ouais, bah ouais, ouais, complètement. comment t'as vécu du coup cet accouchement. Justement, tu parles de la place du père et même avant l'accouchement, en fait, l'homme, il est là un peu pour le cadre, pour ramener cette sécurité, pour que voilà, j'avais souvent cette chose qui venait, prend soin d'elle et elle prendra soin de son enfant. Parce qu'il est là vraiment pour, tu vois, amener ce côté sécurité, amener le cadre, s'occuper un peu des interactions, je dirais, extérieures, de tout ce qui peut un peu perturber ou chahuter euh, ce moment, ce moment d'enfantement pour la femme. Et moi, c'est vrai que je savais pas trop où me positionner. Et déjà, je suis déjà dans une démarche de prendre ma place en tant que tel, tu vois, en tant qu'homme, en tant que de me révéler entièrement. Donc ça vient s'ajouter à tout ça. Ça a été puissance 10, tu vois, avec l'enfantement. Parce que bah, du coup, bah, en fait, à ce moment-là, ouais, ça te demande de la prendre, cette place du masculin ancré qui est là pour ramener aussi cette sécurité. Vraiment ce côté, j'ai pas envie de dire guerrier parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre, tu vois. Mais on amène ce côté Non, où la femme se sent. le côté noble du guerrier, Ouais, oui. c'est ça, c'est ça. Cette sagesse, créer un peu cet espace, finalement, c'est un peu comme si tu ouvrais un espace de facilitation. Il se passe vraiment énormément de choses. Et du coup ouais, c'est être là, complètement là, en présence avec tout ce qui se passe. euh, et être aux petits soins, j'ai envie de dire, vraiment. Donc, du coup, elle s'est fait suivre par cette doula et bah, ça l'a beaucoup aidé, hein. Elle a amené beaucoup de clarté, de compréhension, de prise de conscience sur bah, en fait sa force interne vis-à-vis de l'accouchement naturel. Après, il y avait quand même. Est-ce que, petite question, est-ce que tu sais comment ta femme, vu que l'enfant n'était pas prévu comme ça, que c'est votre premier, comment elle a découvert les doulas, cet univers de l'accouchement naturel est-ce que c'est quand même pas connu du tout en France? Bah, elle Comment elle a a, découvert en ça? fait, voilà, déjà dans notre démarche, on est déjà dans notre démarche, en fait, nous, on a envie de se rapprocher de tout ce qui est plus naturel, de tout ce qui est plus. On voit bien qu'aujourd'hui, on médicalise énormément de choses et que ces dernières années, on a peut-être été un peu dans l'excès et on revient doucement sur des choses un peu plus naturelles. Et du coup, elle s'est renseignée en fait. Elle a recherché, je crois. Il me semble que c'était une photographe, enfin, une amie à elle en gros, qui lui a parlé de cette femme. Euh, mais à Clermont-Ferrand, en tout cas là où on est, il y en a qu'une apparemment pour la ville. Donc c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Parce que aujourd'hui, à ce que j'ai compris, ces femmes-là, elles rencontrent quand même certaines difficultés vis-à-vis de, ben, je dirais que en fait, dans ces accouchements-là, il peut se passer plein de choses. Donc, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de tout ça, quoi. Et il y en a. Et c'est ça le gros problème. Ma femme a fait une formation là pour justement devenir doula tellement ça l'a métamorphosé et changé. Ouais, Et effectivement, c'est un métier qui est pas vraiment reconnu. Alors ils n'ont pas le statut de sage-femme, donc ils ont pas les assurances qui va avec. Et donc oui, il y en a pas beaucoup qui osent franchir le cap et de se lancer. c'est Et oui, ça. ça demande quand même quelques risques. C'est ça, en fait. Je pense que quand tu fais ça, il faut avoir une foi profonde quand même
en la connaissance de son propre corps, de l'enfantement, je dirais un peu des, des lois universelles et de tout ce qui peut se passer parce qu'effectivement, voilà, par exemple, un enfant mort-né, ça peut arriver même à quelqu'un qui enfante à la maison. Donc, si tu veux, après, il faut être, j'ai pas envie de dire il faut avoir les épaules, mais je veux dire, si jamais ça arrivait, tu vois, elle le dit, hein, la doula, elle est aussi, en fait, c'est le panel, tu sais, c'est, on prend tout, quoi. On prend tout, c'est pas, Ouais. tu te fais suivre par une doula, tu vas du coup absolument, accoucher à la maison, ça va se passer comme tu as envie et tout. Ça se passe pas comme ça. Parce que nous la preuve en est, ça s'est pas du tout passé comme ça et et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec cette doula, du coup, elle partageait un groupe WhatsApp avec d'autres femmes qui étaient dans cette, dynamique-là d'accoucher à la maison, tout ça. Donc elles pouvaient interagir, entre elles et ben, voilà, un peu, nourrir cet égrégore, j'ai envie de dire et et ouais, de partager, en fait, ce qui se passait, en tant que je dirais que femme souveraine, dans l'accouchement. C'est important de pouvoir partager ses questionnements, ses doutes et se faire rassurer par d'autres, hein. C'est la puissance du collectif, du cercle. Mmh. Bon, alors vas-y maintenant, raconte-nous un peu en détail là. Donc c'était pas prévu d'aller accoucher à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une petite fille pressée qui voulait vite voir son papa et sa maman ou qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, écoute, déjà, le terme était prévu le 24 janvier. Elle est arrivée le 8 janvier. Donc, effectivement, elle est arrivée 3 semaines avant, en gros. Et ben, en fait, si tu veux, c'est arrivé, elle a commencé à avoir des contractions un matin. Donc, elle commençait à avoir des petites contractions et tout. Pour l'instant, ça allait. Et dans sa tête, elle s'était dit qu'elle voulait faire le maximum de travail à la maison. Je vais quand même faire une petite aparté sur le projet. Du coup, pour le projet de naissance, elle se faisait suivre par une doula, mais elle, elle voulait, enfin je dis elle, mais on était deux quand même à prendre cette décision. Du coup, elle voulait accoucher à l'hôpital dans ce qu'on appelle les salles nature. Donc, c'est des salles où il y a un côté un peu plus physiologique, justement. Donc, c'est moins médicalisé. Il y a une baignoire, on peut enfanter dans la baignoire. Il y a une banquette sur le côté, tout ça. Mais on est dans le cadre de l'hôpital. Mais on n'est pas, voilà, sur le lit, obligé d'accoucher en mode les quatre fers en l'air, et ce qui se fait de plus connu, quoi. Donc, à la base, l'accouchement, il était prévu dans ce cadre-là, d'aller à l'hôpital le jour J et d'enfanter en salle nature et d'enfanter principalement dans la baignoire. Parce que l'hôpital où on était, il était à 25 minutes et on pouvait, c'était la première fois d'ailleurs qu'on pouvait enfanter dans la baignoire. Donc, arrive le jour J. Le jour J, J-24 ou 48, où elle commence à avoir des contractions doucement, donc les choses se font. Le soir même, elle commence à avoir des contractions, elle dort dans le salon et tout. J'ai dormi un peu avec elle et après, moi, je suis allé me reposer quand même. Je pense qu'à ce moment-là, c'est important, même si on a envie d'être avec sa partenaire, de aussi se reposer parce que si soi-même on n'est pas capable euh, de rester un peu ancré, éveillé au moment de l'accouchement. Voilà, c'est important de garder cette présence. Donc le lendemain, ça, Oui, et puis on sait jamais combien de temps ça va durer, quoi. ouais, C'est c'est ça ça, aussi. c'est ça. Donc à ce moment-là, je savais que je pouvais c'est pas me préserver, mais je savais que je pouvais aller dormir un peu. Et après, pendant la nuit, elle avait des petites contractions. C'était à peu près régulier, ça devait être toutes les 10-15 minutes, je pense. Le lendemain matin, ça s'est un petit peu calmé. C'était à un moment, c'était un peu plus calme. Et à partir, je dirais, de midi, là, on commençait à arriver sur des contractions assez intenses. Honnêtement, on est arrivé de plus en plus sur une intensité assez haute. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'y attendait pas parce que c'était 3 semaines en avance du terme. Mais tu vois, à ce moment-là, nous, ce qu'on se disait, bah, ça se trouve, ça va s'arrêter et ça va reprendre dans 24 heures ou peut-être 2 semaines, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Là, franchement, à partir de ouais, midi 14 heures, on a compris que là, à mon avis, elle était pas loin, que le travail était en train de se faire et que, et ben, ça serait pas dans 3 semaines, quoi. Donc, si tu veux, moi, j'ai été en ville pour aller chercher des couches, des couches pour, tu sais, pour la perte des os, le temps d'aller à l'hôpital, et il fallait une petite épuisette. Je raconte cette anecdote parce qu'elle est assez drôle.
Il fallait une petite épuisette pour. Il demandait ça à l'hôpital pour dans la baignoire ramasser tu vois, ce qui flotte un peu, tout ça, quoi. Et du coup, bah, Ah comment. ouais, ok. Ouais, ouais, tu as le truc. Et du coup, mais comment tu veux, je trouve une épuisette Je me suis dit, mais attends, on n'est pas en plein été là, je vais trouver ça où? Donc je trouve les fameuses couches et après je vais dans le magasin, je me dis, bon, ben je vais au rayon pêche. Chasse et pêche, je me dis, je vais bien trouver une épuisette là-bas. Et du coup, rien du tout. Je fais, ouais, putain, c'est quand même parce qu'il a demandé vraiment, quoi. Il disait que si on l'avait pas, on pouvait pas utiliser la baignoire. Donc je dis, ouais, tant pis, hein, je vais au rayon piscine. Et du coup, je me ramène avec une épuisette de piscine, quoi. Donc je sais pas si tu vois la taille que ça fait, le truc, mais c'est pour pêcher les grosses carpes. Donc je reviens avec ça, je reviens ici avec ma grande épuisette et tout. Ouais. Ça l'a fait rire parce que bah, sur le coup, on se dit, mais on va se ramener avec ça normal, quoi. On pouvait mettre bébé entièrement dedans, il n'y avait pas de souci. Et quand je suis revenu, en fait, je suis parti assez tard, il était 16h. Je suis parti à ce moment-là parce qu'on voyait que ça commençait à s'intensifier. Je reviens, il devait être 17h30 et là c'était c'était intense, quoi. Les contractions étaient vachement rapprochées, on était à 3-4 minutes. Donc là on se dit, bah, on se prépare doucement, j'appelle la sage-femme, je lui dis qu'on va partir et tout. Pour l'hôpital qui était à 25 minutes de route. Donc là on devait être à 3-4 minutes de les contractions à peu près. Et là, en fait, moi déjà, j'étais à côté et c'est pas évident d'entendre sa compagne avoir ses cris parce que c'est vraiment intense, quoi. Quand elle passe par cette phase de désespérance, ce qu'on appelle, c'est Ouais. un peu troublant en tant qu'homme quand t'es à côté, t'entends ta femme crier comme ça. Et des fois, t'entends des cris, mais c'est vraiment des cris à la mort un peu. C'est ouf. Enfin, c'est hyper intense, quoi. Et du coup, moi, j'avais une sorte. Mes tympans s'en souviennent encore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, tu vois, moi, j'avais une sorte de mantra un peu. Je me disais, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Pour pas envoyer. Parce qu'au-delà de ça, tu vois, si tu t'inquiètes, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, nos pensées sont réalité. Et en fait, ce que tu penses, tu le dégages subtilement dans l'énergie. Et ça peut se ressentir pour madame. Donc, l'idée, c'est aussi tout ça, en fait, qui ont fait que j'ai pu me préparer à un enfantement à la maison, finalement. Euh, où je savais que elle, par exemple, elle faisait des exercices où justement c'était important d'ouvrir sa voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'organe de la voix est intimement lié avec l'organe génital en bas, je sais plus lequel exactement, mais du coup, quand tu ouvres ta voix, c'est un peu comme si tu ouvrais ta voix en bas aussi pour une femme. Et au moment de l'accouchement, c'est hyper important avec des vocalises, des respirations et tout. Et l'idée, c'est de se mettre dans sa bulle. Bon, après, le jour J, ça marche plus ou moins parce que bah, il se passe ce qui se passe, quoi. Tu contrôles pas le jour J quand ça arrive. C'est pas moi qui ai enfanté, mais je le vois bien, quoi. Enfin, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, en tout cas, tu contrôles plus rien. Ouais. Donc, arrive 17h30, moi je commence à charger toute la voiture, on est prêt à partir. Et là, bah là, en fait, elle est sur le ballon. Elle avait pas perdu la poche des os. Je dis ça parce que souvent, ça c'est aussi une croyance dans les films, machin, tout ça, on voit la fameuse poche des os qui se perce et du coup, tout le monde part à l'hôpital un peu effrayé, allez c'est parti et tout. Alors que dans la réalité, ça se passe Mm. pas du tout forcément comme ça. C'est pas dans tous les films que j'ai vus, j'avais cette image-là. Mais du coup, moi par exemple, elle a pas percé de poche des os avant, quoi. Donc, il devait être 18h, ouais, 18h10, 18h15, et là, en fait, elle était sur le ballon, et je lui disais, moi, je commençais à désespérer un peu, j'avais ma phase de désespérance à ce moment-là, parce qu'en fait, je voyais que sur les contractions, on était très rapprochés, on était à 2 minutes, on avait 25 minutes de route, j'avais chargé toute la voiture et tout, on était prêt à partir, mais elle me disait, je peux pas partir, là, je vais mourir si je pars et tout, c'est pas possible. Je vais accoucher dans la voiture, je vais pas pouvoir. Donc, si tu veux, à ce moment-là, bah, moi, j'étais un peu, ouais, un petit moment de panique quand même, de stress, tu vois. Je me dis, mais ok, comment on va faire? Et si tu veux, je pouvais pas la forcer. Clairement, je peux pas la forcer à monter dans la voiture. Donc, bah écoute, je pense que au fond de moi, j'ai accepté finalement que ça se passe ici, où j'ai accepté dans une sorte de déni, tu vois. Sans, je me suis dit, bon, ben, on verra bien. Et donc, à ce moment-là, attends, je vois un coup. Parce que la doula ou la sage-femme,
Ah, c'était prévu que vous vous rejoigniez à l'hôpital? Non, non, même pas. Ah, oui, j'ai pas précisé. L'accompagnement de cette doula, c'est en tout cas ce qu'elle a pris là, c'était 6 mois et la sage-femme, la doula en tout cas, elle venait pas à l'hôpital. Tu vois? C'est pas elle qui accompagnait, on avait Oui, à l'hôpital, c'est la sage-femme qui prend le relais? ouais, c'est ça, on avait quand même une sage-femme à côté, ouais, c'est ça. On avait, la doula qui accompagnait Laetitia, en fait, à côté, mais on avait le projet, avec une sage-femme, en hôpital, en salle nature. Mmh. Et en fait, du coup, pour en revenir à ce moment-là, donc elle est sur le ballon, moi je suis debout devant pour t'expliquer un peu la scène et là, voilà, les contractions de plus en très intenses et à un moment, elle crie avec son corps et tout, elle dit, «Mon corps, mon corps, mon corps» et si juste avant elle me dit: «Tu veux pas m'aider? Tu veux pas m'aider?» Tu vois, elle était un peu désespérée, je pense, à ce moment-là et moi aussi, en fait, sur le coup. Et finalement, elle dit: «Mon corps, mon corps, mon corps». Elle crie en même temps une contraction, tu vois? Et là, elle dit: «Il y a la tête, il y a la tête» et en même temps de dire une contraction, tu et d'avoir une contraction et en fait, elle se lève à moitié, elle a émis la couche pour partir, la couche pour, la poche des os et là, elle la baisse d'un coup et en fait, la tête était là, quoi. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, tu vois, j'avais pas trop cette lucidité, heu, j'ai eu vraiment un shoot d'adrénaline, en fait. Un gros shoot d'adrénaline et je me suis baissé. J'ai regardé, j'ai fait effectivement, il y a la tête. Enfin, j'ai même pas eu le temps de me dire ça, tu vois, mais je vois qu'il y a la tête. Et en fait, au moment où je vois la tête, elle est sortie d'un coup. Elle est sortie, mais une étoile filante, quoi. En 5 secondes, elle était en bas, et du coup, je l'ai à moitié rattrapée. Elle est tombée à moitié dans mes bras et à moitié par terre parce que elle est sortie d'un coup et Laetitia, du coup, était à moitié debout. Moi qui essayais d'enlever la couche et j'y arrivais pas parce que c'était un espèce de truc pas élastique, je la prenais pas au bon endroit. Donc ouais, sur le coup, c'était un sketch, franchement. Donc voilà, tout qui sort en même temps, c'est le cas de le dire. Et du coup, il y avait un siège Ikea, tu sais, derrière, c'était ce siège-là qui est derrière moi. Et du coup, je le prends, je l'avance, je dis: «Assis-toi, assis-toi». Elle s'assoit dessus, donc là, elle dit: mon bébé», tu vois? En fait, ce moment, c'était, beau, mais on n'avait pas le temps on se rendait pas compte, tu sais, tu un peu cette partie, cerveau archaïque qui prend le relais et du coup, là, tu plus de mental, tu plus rien, quoi. Tu fais, moi, de suite, j'ai pris la chaise, je l'ai assise dessus, j'ai couru chercher un ciseau pour lui couper la couche, pour pouvoir passer le cordon comme il faut, la mettre sur elle. Après, j'ai monté le chauffage à fond, je l'ai installé par terre devant le canapé, en fait, allongé, où là, j'ai surveillé qu'elle ait pas d'hémorragie et tout, que tout se passe normalement, de mon point de vue, tu vois, je sentais quand même qu'elle avait pas de grosses pertes de sang et tout. J'essayais de surveiller un peu ça, quoi. Du coup, chauffage à fond, je mets tous les plaids, j'appelle la sage-femme, je lui dis bon, finalement, elle est venue à la maison, là. Et important, la sage-femme me dit, euh, est-ce que vous voulez que, enfin, elle me dit pas, est-ce qu'elle me dit, bah, écoutez, j'appelle le SAMU et comme ça, on vient à la maison et tout, parce que tu vois, c'était pas prévu. Et elle aussi, je pense qu'elle avait été un petit peu inquiète, peut-être. Et en fait, je lui ai dit: «Non, non, non, je préfère que vous veniez à la maison, mais j'ai pas envie d'avoir, voilà, 5 personnes qui viennent, avec de l'interaction et tout, qui nous sortent de cette bulle, d'enfantement là, qui est un peu magique», je lui ai dit: «Non, venez toute seule», surtout que je voyais que ça allait bien, quoi. Laetitia allait bien, ça se passait bien, le bébé allait bien, heu c'est difficile de dire ça, à certaines personnes, tu vois? Ils vont te dire: «Mais t'es pas médecin, t'es qui pour dire ça?» ou des choses comme ça. Mais en fait, je suis désolé, pour moi, tu le ressens. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui est paniquant, sur le coup, je l'aurais senti. Je sais que je l'aurais senti. Je peux pas, il y a des choses, je peux pas l'expliquer, c'est comme intuitif, tu vois? C'est à ce moment-là, c'est Bah oui, c'est l'instinct comme tu disais, ça. Et je pense que c'est le cerveau archaïque. mais totalement. Et en plus, ton propre instinct c'est ton enfant, quoi. Tu vois? C'est ton enfant, c'est ta compagne, donc à ce moment-là, c'est toi qui es connecté à tout ça et tu le sens. C'est toi qui sens bien, donc voilà,
Voilà un peu pour cet accouchement. Bah, c'est chouette que tu aies eu la lucidité aussi de dire à la sage-femme: «Venez toute seule» et pas qu'effectivement qu'il y ait le SAMU qui débarque avec les gyrophares et machin et c'est clair que ça vous aurait complètement sorti de la bulle, quoi. Bah, on en a parlé avec ma compagne après justement, et effectivement, j'ai bien fait d'avoir cette lucidité. Moi, je le sentais totalement comme ça, et oui, oui, c'est sûr que c'était la bonne décision. Tu vois, on a pris vraiment le temps que la sage-femme arrive. Il s'est passé 1 heure, donc pendant 1 heure, on a pu être allongé, on y a chanté une petite chanson, on a pu vraiment vivre cet instant un peu particulier en fait. Elle venait juste d'arriver, on n'avait pas regardé le sexe encore, on l'a regardé un peu avant. Et du coup, sur le coup, on n'avait même pas eu le temps de voir le sexe. Ah oui, parce on connaissait pas le sexe aussi. On a gardé la surprise. Ah ouais, en plus, ouais, cool. Donc ouais, moi je m'en souviendrai toute ma vie en fait. Sur le moment, tu vois ce petit enfant là, c'est magique en fait. On avait du mal à s'en rendre compte, je pense, sur le moment aussi. Même si on était lucide, qu'on voulait l'accueillir, bah voilà, vraiment qu'on voulait être là, présent pour ce moment-là. Mais, mais t'as du mal à t'en rendre compte de ce qui vient de passer, surtout quand c'est pas prévu comme ça, quoi. C'était fou. Écoute, c'est une super histoire, c'est un super accouchement. Je pense que tu as vécu un truc de fou. Et pour conclure sur cet accouchement, on peut dire ouais, aux femmes, faites-vous confiance et puis ouais, laissez-vous guider par l'instinct, quoi. Totalement, complètement. Je pense que ces choses-là, elles reviennent petit à petit. L'enfantement, on pense que voilà, ça se fait beaucoup dans la douleur, tout ça, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas qu'on a perdues. Euh, ouais, il faut se faire confiance. Même les hommes, honnêtement, investissez-vous. Moi, pour moi, c'était important d'être là dans tous ces moments finalement. Je suis heureux d'avoir participé à tous ces moments et d'avoir été là. Ça fait partie de la vie et ça nous apprend plein de choses en plus. Ouais, ouais, en plus, t'as réceptionné le bébé et tout, Ouais, oui, il arrive. t'as gardé la lucidité. Ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. Je pense effectivement c'est un souvenir que tu auras toute ta vie, quoi. Après, j'avoue, hein, tu sais, si j'avais prévu ça, j'avais pas du tout prévu ça, quoi. Je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais prévu cet Ouais, enfantement-là. C'est ça qui est fou, c'est comme dans la vie où quand la vie te met face à quelque chose, c'est que tu es prêt pour moi. Mais tu sais, t'as pas le temps de mentaliser tous les événements, chaque chose et tout. Là, tout s'est passé en un clic en fait. Et bah ouais, c'est vraiment ça, c'est ta partie archaïque qui prend le relais, et le mental, il n'existe plus. Il n'existe plus du tout là. T'es dans ton ouais. corps, t'es dans le moment présent. Et puis comme tu disais, contrairement au film, effectivement, tu perds pas la poche des os tout de suite ou tu la perds pas d'un coup. Je sais que nous, par exemple, ben, elle avait perdu un peu la poche des os et pareil, 3, 4 semaines d'avance, notre aîné Benjamin. Oui. Et donc, bon, forcément, nous, on n'était pas du tout informés comme ça pour le premier. Donc, la poche des os, direct, on va à l'hôpital et tout. Et au final, ils ont dû le déclencher 24 heures ou un peu plus. Après, vu que la poche des os est percée, il fallait le déclencher. Il y avait des risques d'infection, machin, il fallait que ce soit déclenché. Donc, accouchement déclenché, c'est encore pire que naturel. Bah, moi, je suis né en césarienne. J'ai pas été déclenché, mais du coup, j'ai été. Ah, Ma mère a choisi mon jour de naissance. Mais j'imagine que elle nous en avait parlé de. Bah, en fait, c'est ça aussi, ça fait partie des options à prendre. Ben, que voilà, votre enfant, quand vous êtes dans le cadre de l'hôpital, on vous fait croire que vous pouvez à peu près avoir le choix. Mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Ils ont des timings à respecter, et eux, en fait, ils se couvrent. Clairement, ils se couvrent. Il y a beaucoup de choses qui sont dans leur intérêt, dans l'intérêt de rassurer leur propre peur. C'est difficile d'être entièrement souverain dans ces espaces-là. ouais, c'est clair. Mais bon, revenons dans la bonne énergie de l'accouchement et passons un peu à l'étape d'après. Yes. Bah du coup, ouais, tu nous as raconté que vous avez vécu 1 heure tranquille tous les trois avant que la sage-femme arrive. Et donc après, cette première heure, ces premières émotions, cette première découverte,
comment tu l'as vécu, comment tu t'es senti, et puis après tu peux un peu élargir jusqu'au bah, les premiers jours, et puis maintenant les premiers mois de bébé, comment ça se passe tout ça? Et bah, écoute, comme je te disais, en fait, sur le coup, j'ai eu en fait, tous les 2, tu vois, bah, il faut savoir que déjà quand la femme accouche, elle a un gros shoot d'ocytocine, pas que l'ocytocine, je crois d'endorphine, non, si ocytocine, endorphine et je sais plus une autre substance. Et moi, pareil, j'étais un peu, en fait, pour le coup, j'étais un shoot d'adrénaline, j'étais un peu tremblant, tu sais? Donc c'était tellement intense que il a fallu quelques jours pour se rendre compte vraiment de ce qui venait se passer. Que notre enfant était venu dans le salon, là où tous les jours on vit, là où tous les jours on passe, qu'il s'était passé ce qui s'était passé, en fait, c'est un rite de passage, c'est exactement ça, hein. Il y a un temps d'intégration, d'infusion après. Donc écoute, les premiers jours, en fait, le soir où il y avait la sage-femme, elle est venue à la maison et tu sais, elle nous a proposé, vu qu'à la base on avait, un projet de naissance à l'hôpital, elle nous a proposé de partir à l'hôpital le soir où elle est passée. Elle nous a dit: «Bon, bah, du coup, vous voulez aller à l'hôpital pendant 2-3 jours?» Et nous, honnêtement, bah, on était à la maison, on se sentait bien, on n'avait pas envie de sortir de ce cocon, et du coup, on lui a dit: «Bah, non, on préfère rester là, clairement», et en fait, bah, elle avait besoin d'être rassurée, donc elle est restée déjà 2 bonnes heures avec nous. Elle a fait, bah, elle a pesé, tu sais, regarder sa température, tout ça. Il y a un truc, je passe le petit tips auquel on n'avait pas Ouais, trop pensé, c'est lui mettre le bonnet dès qu'elle est sortie, parce qu'effectivement les tout petits bébés, ils attrapent vite froid par la tête, et en fait, nous, elle était un peu basse en température, elle était à 6, je crois, un truc comme ça, 36, 35, 36, donc elle était un petit peu basse en température, mais en fait, on avait oublié d'y mettre un bonnet sur le coup. J'avais allumé tout le chauffage à fond et tout, parce que, bah, c'était pas prévu qu'elle arrive à la maison, donc forcément, quand tu passes de 37,5 et du corps de ta maman à l'extérieur, ça fait bizarre, tu vois, pour un enfant. Donc mettre le bonnet dès qu'elle sort, c'est et toi, tu as transpiré comme un fou, tu as bien chaud, donc tu penses pas forcément qu'il peut avoir froid? ouais, ouais, puis ouais, et c'est trop ça. C'est clairement ça. Après, normalement, tu la mets au sein, pour la délivrance, en fait, du placenta. Ça vient, naturellement déclencher, de l'ocytocine, si je me trompe pas, chez la femme, qui permet, le décollement, du placenta et la sortie naturellement, quoi. Donc après, elle est venue aider un petit peu, elle a juste tiré un petit peu sur le placenta pour la sortie. Et du coup, bah, écoute, les premiers jours, qu'on décide de rester à la maison, première nuit, bah, du coup, déjà, quand j'ai mis un peu de conscience sur tout ça, quand ça commençait à pénétrer dans le corps et tu vois, à intégrer, en fait, je me disais: «Waouh, mais j'ai l'impression d'avoir toutes mes peurs qui remontent là». Vraiment toutes mes peurs profondes et tout, de ce petit être-là qui arrive tout fragile, c'est la vie, pure, quoi. Je veux dire, il y a pas encore de masque, il y a pas encore d'ego, il y a pas encore d'étiquette, il y a rien de tout ça. C'est, donc Mmh. ouais, je crois que ça m'a mis face à toutes mes grandes peurs sur le coup, et bah, typiquement les premières nuits, tu dors pas beaucoup, hein. Encore qu'on a un petit peu dormi, le fait qu'on soit à la maison, en fait, tu te sens beaucoup plus, bah, bien, en sécurité. Tu es dans ton cocon, tu es dans un endroit que tu connais, et même pour ton enfant. Clairement, elle a passé 9 mois, dans le ventre, elle connaît ces endroits. Elle connaît au-delà de l'endroit physique, énergétiquement, de ce que ça dégage, elle connaît cet endroit et elle s'y sent bien. Donc bah, elle dort avec nous, dans le lit, encore aujourd'hui. Donc là, au début, pareil, tu vois, ils te racontent, surtout, il faut pas dormir avec eux dans le lit, la mort des bébés, la peur de l'écraser, tout ça. Moi, ça, c'est un truc, c'est pareil, honnêtement, ton corps, ton être, tout ce que tu veux, il sait que tu as un enfant à ce moment-là. Il est Tu vois, ton état mental, il est en état d'alerte, assez rapide. Donc si tu veux, tu sais que tu as un enfant. Je vois pas, tu vois, pour moi, ceux qui se retournent, effectivement, c'est ce qu'elle disait, la doula, bah, c'est ceux qui ont bu, ceux qui sont dans des états, pas normal. Ton enfant, quand tu l'as avec toi dans le lit, bah, tu sais qu'il est avec toi quand il est tout petit, tu fais attention et tu dors pas vraiment, quoi. Tu vois, tu sommeilles un peu,
Mais c'est important qu'il soit proche de nous au début parce que, ben, voilà, il vient de passer 9 mois dans le ventre de sa maman, tout ce qu'il connaît, ben, c'est sa maman déjà et un peu le papa. Il reconnaît sa voix énergétiquement aussi. J'apporte cet aspect-là parce qu'on l'oublie un peu et il est important. Il est important parce que, bah, voilà, Ouais, c'est bien de le rappeler. moi je côtoie, ma femme et moi, on se côtoie tout le temps pendant 9 mois, donc la deuxième personne qui connaît le mieux, c'est l'homme aussi, quoi. Enfin, d'habitude. Après, il peut y avoir des animaux aussi. Donc ouais, les premiers jours, bah, écoute, on prend nos aises, ça fait bizarre de voir les premiers cacas, le colostrum. Il me semble que c'est ça, hein, il me semble que c'est le colostrum. Cette substance toute Ouais, ouais, c'est noire, ça. toute goudronneuse, très collante. Ça fait vraiment bizarre pendant 24-48 heures. C'est les premières couches que vous allez changer, les gars. Donc, bah écoute, au début, t'as peur d'enfiler les petits vêtements, tout ça. C'est tellement fragile, tellement petit. Et encore une fois, ça te renvoie à toutes tes peurs. Et en fait, bah doucement, j'ai envie de dire, les choses se mettent en place. Je pense que vous faisiez aussi beaucoup de peau à peau. Ouais. Ça, c'est super agréable aussi, même en tant que papa, hein. Oui, je Tu l'ai. ton petit qui dort sur toi. Ouais, je l'ai pas précisé, mais le pot à pot, on l'a fait le jour de la naissance aussi. Donc, que ce soit elle, bah, bien sûr, au début, elle l'a fait, bah, c'est elle qui l'a prise en premier, cette petite merveille. Et moi, j'ai eu cette opportunité-là aussi de pouvoir la prendre avec moi. Et pour le cordon, j'ai pas précisé aussi, mais c'est elle qui l'a coupé. Nous, on avait décidé, on a choisi que ce soit elle parce que ben, c'est un lien en fait entre la mère et l'enfant. Et du coup, de le faire en conscience et tout ça, c'est important pour la mère de détacher ce lien, d'expliquer que voilà, elle va prendre le relais et finalement remercier aussi bah, ce cordon, ce placenta, tout ça, pour d'avoir gardé cet enfant pendant 9 mois, quoi. Il y a tout un rituel, on peut y amener beaucoup de choses ben, vivantes autour de ça. Ouais, et puis on peut faire plein de choses du placenta. Ouais. Je sais pas si vous l'avez gardé, si vous avez fait des trucs Si, avec. si, pour faire une petite aparté dessus, on l'a gardé. Nous, on a été l'enterrer dans une forêt là où elle avait fait une retraite. C'est un peu une forêt magique, un endroit incroyable dans au milieu. C'est un endroit hyper sauvage et tout, et vraiment le lieu est juste mais magique, quoi. Et en fait, on l'a enterré au pied d'un gros arbre qu'on a choisi tous les deux. Donc, on a vraiment fait notre petit rituel. On était avec Rose aussi, où on a enterré ce placenta. Effectivement, on peut faire plein de choses. On peut même le manger. Il y a des recettes avec. Bon, après, Ouais. chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Euh, mais cela dit, je ne doute pas un seul instant que le placenta, il y en a qui s'en servent pour faire des médicaments, pour soigner des plaies sur le bébé. Ouais, nous, on l'avait fait. Ouais, ben ça, Tu l'envoies à un labo et ils te font des granules homéopathiques avec, ouais. bah ça, Ou un petit je bout pense et que tu fais des c'est granules. ça, ouais, c'est pour moi c'est riche. Nous, on l'a pas fait parce qu'on avait choisi de l'enterrer, mais c'est enfin quel meilleur médicament, j'ai envie de dire, pour son enfant et soi-même que des propres ces organes-là en fait. Euh, voilà pour ça. Où en étais-je? Si j'en étais. Les premiers jours, du coup, ouais, le colostrum, le pot à pot, Ouais, voilà, vous êtes encore dans votre cocon ouais, c'est ça. et après, les premières semaines, premiers mois, comment ça se passe? Le premier jour, pas le premier jour où elle a accouché, mais le lendemain, un peu, on s'en est pas rendu compte sur le coup. On se l'est dit après. On a été voir on a été à l'hôpital voir comment ça s'appelle? Pédiatre? La pédiatre, exactement. Non? Ouais, c'est ça, la pédiatre. En fait, elle nous a dit, la sage-femme, ça serait bien que vous alliez voir la pédiatre et tout. Donc, écoute, au fond, bah, c'était pour la rassurer qu'on y a été. Je pense que sur le coup, peut-être c'était un petit peu pour nous, mais en fait, ça nous a un peu sorti de notre bulle le fait d'y être allé le lendemain, d'aller voir la pédiatre et tout. Nous, on se posait, enfin, c'est pas qu'on se posait pas de questions. En fait, on est reparti avec pas mal de peur en plus, où elle nous disait ah oui, il faut savoir que ci, il faut savoir que ça. Là, là. Ils engramment en fait beaucoup de choses
qu'eux, en plus, voilà, c'est des trucs, bah, c'est ce qu'ils ont appris. Et ils te disent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tu vois, t'es pas spécialement inquiété, toi, du moment. Tu sens que ça se passe bien, tu prends tes marques tranquillement. Et tu arrives chez la pédiatre, elle te dit ouais, blablabla, elle t'envoie plein de choses. Et finalement, on s'est dit, en repartant, là, ça nous a plus mélangé qu'autre chose. Ça nous a plus donné certaines peurs. Donc, je le précise parce que je pense que c'est important, si vous êtes dans une démarche, de bien comprendre sur le moment pourquoi vous le faites et pour qui. Est-ce que vous dites oui à la personne pour la sécuriser elle-même? Parce qu'une sage-femme, nous, tu vois, l'enfant il vient de naître, c'est elle qui est venue et tout. Bah, faut dire la vérité, elle a un peu peur, tu vois? Elle a pas l'habitude de ça, donc forcément, ça la rassurerait plus qu'on aille à l'hôpital. Et à ce moment-là, tu vois, quand on est souverain de cet espace-là, je veux dire, on n'est pas inconscient de ce qui s'est passé. Et si, mon enfant, je veux dire, on surveille que ce soit sa température, comment elle tète, comment elle va, c'est pareil, encore une fois, tu le sens quand quelque chose va pas. Et donc c'est important d'être d'accord avec ça, du fait de pas dire, oui pour les autres, encore une fois. Ouais, et puis vous étiez quand même bien préparé, bien accompagné par la doula qui vous a quand même bien expliqué tout le déroulement. Et pour rebondir à ce que tu disais, c'était pour notre deuxième, je crois. Oui, bah oui, pour notre deuxième, la pédiatre de l'hôpital, pareil, une terreur. Même les sages-femmes de l'hôpital nous disaient, ah, elle risque de vous faire peur à cause du poids, faites attention, Mmh. vous inquiétez pas. Tu parles, ma femme, elle était terrorisée. Elle est sortie du rendez-vous pédiatre, elle était limite en pleurs. Enfin, elle était en pleurs. Ouais, Les émotions sont vachement plus sensibles. ouais. Ouais, la pédiatre, c'était une tyran à l'hôpital. Surveiller le poids, il voulait pas nous laisser sortir au bout du troisième jour parce que soi-disant la petite elle avait pas assez pris alors que tout se passait bien. Oui, oui, il y a ce truc de ton enfant, quand il naît, il perd 25% de sa masse, je crois, et après, il doit reprendre. Eux, ils ont des statistiques, et en fait, si t'es pas dans les stats, ils ont pas envie que tu partes, quoi. Et comme tu dis, il y a un truc important aussi, dans ces moments-là, après l'accouchement, on est dans des moments de vulnérabilité intense quand même. Que ce soit la femme ou l'homme, avec l'enfant et tout, on est vraiment dans des moments très vulnérables. Alors, si tu veux, eux, ils s'en rendent pas compte de leur prisme, mais ils s'adressent à des parents qui viennent d'enfanter. Et ouais, c'est ça, ils nous donnent plein de peurs, de choses. Avec le poids, ouais, c'est vraiment un truc sur lequel ils appuient. Et nous, il y avait aussi un truc sur le résus négatif. En fait, en gros, c'est pour savoir si euh, Laetitia, son type de sang n'allait pas, en gros, son organisme n'allait pas co-créer, euh, attends, comment ça s'appelle? Des anticorps vis-à-vis de son sang pour le deuxième enfant. C'est un truc un peu particulier quand vous avez un certain type de sang. Bon, ça, je te le dis, tu seras pas obligé de le mettre, mais c'est, euh, je l'explique peut-être pas très bien parce que je m'en souviens plus exactement, mais il me semble que c'est ça, ce que j'ai dit. Donc, en fait, Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais. je te parle de ça parce que du coup, ils ont voulu qu'on fasse une prise de sang au bébé. Donc, si tu veux, quand elle a 3 jours, voir ton enfant se faire une petite prise de sang sur la main, ils lui prennent la main là, tu sais, ils font comme ça, ils serrent la main. Ouais, ça nous a impacté directement. Franchement, moi, elle s'est mise à pleurer. Et même moi, je me sentais, tu vois, limite émotionnellement, c'était difficile de voir être là se faire piquer la main, qui a rien demandé, qui arrive déjà sur Terre. Le monde est assez déjà dur de ressentir, tu vois, toute cette apesanteur, cette arrivée là, cet oxygène, tout ça. Donc ouais, t'es assez fragile en sortant de tout ça. Enfin, c'est pas fragile, c'est vulnérable. Ouais, Et du coup, ben écoute, donc là, petit à petit, en fait, tu prends ta place. Donc au début, ben, nous, on a remarqué qu'on était quand même vachement colocataires. C'était difficile, hein, ce moment où tu te retrouves tu essaies de jongler, tu vois, avec le fait que tu as envie de faire des choses, des fois, et en même temps, bah, euh,
bah, tu laisses l'espace pour l'autre, mais quand il y a quelqu'un qui est avec Rose, il faut que, tu vois, il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec. Donc au début, en fait, tu te croises un peu pour les repas, il faut quelqu'un qui s'occupe des. Moi, je m'occupais pas mal pendant le premier mois là de tout ce qui était autour, la cuisine, tout ça. J'avais la chance d'être à la maison, elle aussi. On travaille pas actuellement, donc on avait pris ce temps-là aussi. C'était un choix pour répondre à tous ces besoins en fait, hein, qui sont. Ben voilà, un enfant, il peut pas. Au bout d'un mois, quand tu vois qu'il y en a qui ratent avec le travail au bout d'un mois, c'est un scandale, j'ai envie de dire. Ouais, c'est fou, hein, quand tu l'as vécu, tu as du mal à comprendre que ce soit possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je dis pas, il y a des moments difficiles, il y a des moments où tu aurais envie de fuir et tout, mais en fait, non. Enfin, non, c'est clair que. Donc ouais, ça demande vraiment une communication intense où on avait un peu du mal à trouver les espaces pour ça au début. Mais c'est important en fait de garder ces espaces, de pouvoir partager ce qui se passe, que ce soit dans les peurs qui remontent, comment on gère tout ça, d'arriver à se retrouver des petits temps avec nous. Parce que voilà, pour intégrer en fait tout ce qui venait de se passer, tout ça. La doula, elle est venue après pendant une journée. C'était pas mal ça, elle est venue après l'accouchement pendant une journée où elle nous a fait à manger, tu vois, une entrée sympa, un plat, un dessert. Elle a accueilli nos paroles, en fait, on a pu échanger un peu autour de tout ça, de ce qui s'était passé pour l'accouchement. Elle a fait un massage à Laetitia avec un petit rituel et tout. Et donc c'était ouais, c'était une belle journée pour nous. Dans l'accompagnement d'une doula, je trouvais ça très riche en fait, un truc qui manque totalement dans aujourd'hui les accompagnements qu'on peut avoir en tant que parents dans les hôpitaux, enfin ce qu'on connaît de classique quoi. Ben, finalement, c'est pas une approche humaine, tu vois. Alors que là, vraiment, elle se déplaçait chez nous, elle nous préparait quelque chose, une intention de partager avec nous, un massage pour la maman, un beau moment qui est important parce que je pense. Bah, après, ouais, c'est le mois d'or, après, on s'occupe de la maman. C'est clair que tu disais, vous vous croisiez, oui, c'est un peu, voilà, le bébé, la maman, ça devient la priorité et c'est clair que, Mhm. voilà, le mois d'or, faut s'occuper de la maman, du bébé Ouais, moi et je pense et que c'est le rôle du père aussi de complètement. Moi, ouais, j'avais bien accepté, franchement, ce rôle-là. Euh, alors, ça me fait rire parce que c'est un rôle que je me donne en général, je pense, dans la vie, le fait d'être au service. Souvent, j'aime bien être au service, être gentil, tu vois, ça fait partie un peu de mes masques, des fois que je déconstruis aussi. Mais à ce moment-là, pour le coup, il est pas mal ce masque parce que t'es vraiment dans ton élément. Moi, j'étais un peu dans mon élément où voilà, je m'occupais bah, voilà, des lessives, de la cuisine, tout ce qu'il y a autour. Pour que c'est ce truc de prendre soin de la maman, elle prend soin de son enfant, quoi. Donc il y a eu l'allaitement aussi, l'allaitement c'est une partie importante quand même, ou surtout qu'au début c'était compliqué en fait. C'était compliqué parce que là aussi, en France, ou en tout cas là où on est, c'était difficile de trouver des professionnels de l'allaitement et on n'est pas bien accompagné là-dessus aussi, pour la femme en tout cas. Et si tu veux, au début, bah, elle avait mal, elle avait hyper mal et tout, c'était compliqué, elle se demandait comment elle allait faire et tout. Surtout que c'était important pour elle d'avoir ce lien avec l'enfant. Vraiment, c'était important de pouvoir l'allaiter, de créer ce lien. Donc tu vois, bah, c'était aussi accepter en fait à ce moment-là que peut-être qu'elle allaiterait pas, qu'on devrait lui donner des biberons et tout. Et ça a été difficile, ouais, je pense, à ce moment-là. Euh, donc moi aussi, j'avais envie qu'elle allait. là, pour faire une petite, aparté, pour faire une petite aparté, c'est vachement important aussi, bah, le rôle de la doula et d'accompagner et de rassurer, de dire que c'est normal que, surtout pour un premier, que ça vienne pas tout de suite. Voilà, que ça peut être un petit peu douloureux au début, que ça prend du temps à se mettre en place et qu'il y a une petite routine à créer. Bah, tu vois, nous, le premier accouchement sous péridurale, 4 semaines d'avance, tétée difficile. L'hôpital était quand même assez pro-tété, mais voilà, ça n'a pas marché. Donc Anita devait tirer son lait et elle n'a pas pu allaiter ben, les deux premiers. Et pour moi, la péridurale est un des facteurs qui fait que le bébé est un peu shooté aussi et qu'il arrive déjà qu'il est un peu en avance. Donc c'est un des facteurs. Je dis pas que c'est le facteur qui fait que si tu es en péridurale, tu peux pas faire l'allaitement, mais ça aide pas en tout cas. Ouais, complètement.
C'est vraiment, voilà, on n'est pas bien accompagné, je pense, pour la femme. Et du coup, elle a été voir une professionnelle de l'allaitement et qu'elle puisse la guider. Donc, déjà, la rassurer dans le fait qu'au début, bah, c'est normal que ça fasse mal. En fait, c'est le temps que la succion se fasse, que voilà, que le téton, bah, voilà, hein, comme tout, au début, c'est un peu désagréable. Et finalement, bah, aujourd'hui, voilà, il y a vraiment des techniques de succion, des façons de mettre, le bébé, dans une certaine position et tout, bah, quand tu le sais pas, tu le sais pas et du coup, beh, c'est important d'avoir, un accompagnement là-dessus aussi. Donc aujourd'hui, Ouais. elle tète régulièrement, ça se passe bien, voilà, des fois elle a des petites douleurs encore, mais c'est vrai que c'est cette habitude-là, tu vois? C'est quand tu veux commencer quelque chose, une habitude, tu commences la méditation, au début c'est difficile et ben après petit à petit à force de créer cette routine-là et de finalement, s'exercer, ben, tu deviens à l'aise avec la pratique. J'en parle comme si j'allaitais, Ouais, alors pas la du tout, pratique, mais la pratique. hem, Et comment a été accueilli le bébé par votre famille? mmh, Souvent, des fois, la famille peut être des fois invasive, des fois ils vont donner des conseils, des fois ils vont dire mais t'es fou, pourquoi t'es pas allé à l'hôpital? Enfin, ouais, comment ça a été de votre côté avec la famille? effectivement, alors déjà nous, on s'était dit, dans le cadre de l'hôpital, tu vois, si on accouchait là-bas et tout, on n'avait pas envie que d'avoir de la famille qui vienne. On s'est dit le jour J et même, après on reste dans ce cocon. Tu vois, elle arrive au monde, c'est déjà assez en fait, de prendre nos marques, nous aussi en tant que parents. On n'avait pas besoin d'interaction en plus, de tout ce qu'il y avait autour, quoi. Déjà que tu es dans l'hôpital et tout à la base et que tu as assez d'interactions et de tout ce qui se passe. Nous, on avait pris la décision de voilà, on aurait appelé nos parents un peu après, mais du coup, dans le cas où ça s'est passé comme ça s'est passé, et ben, le soir même, les mamans, je sais pas si elles l'avaient senti, mais elles nous ont appelés. Moi, il y a ma mère qui nous a appelés le soir même, où j'ai répondu et tout. Bah, ça s'est, assez étonné. Je dois dire que nos parents étaient, plutôt étonnés de ce qui s'était passé, mais au final, ils se sentaient en sécurité, je pense, parce qu'ils sentaient que ça s'était bien passé et tout, que ça allait bien, quoi. Donc après, une semaine plus tard, doucement, on a accueilli la famille, d'abord ses parents, après on a accueilli ses parents, tranquillement, tu vois? On a accueilli deux trois personnes, par-ci par-là parce que, ben, voilà, quand ils sont tout petits comme ça, c'est pareil, on peut pas les préserver, on n'est pas là pour ça en plus, tu vois? Et je suis d'accord avec ça, mais en fait, tu peux quand même les protéger un peu quand ils arrivent au monde, c'est aussi ton rôle de les protéger de toutes ces personnes autour là, de ces gens qui: «Oh il est trop mignon, il arrive». En fait, il y a une sorte de se nourrir de cette énergie-là, tu vois? Un bébé, c'est beau, c'est encore, tout plein d'amour, et souvent les gens, ils auraient moi j'ai une voisine comme ça qui arrive et qui fait: «Oh regardez, elle est trop mignonne» et tu as l'impression elle est là: donne-moi ton amour, donne-moi» parce que moi j'en ai pas pour moi en fait, ou «Donne-moi de cette beauté». C'est donc C'est ouais, énergique. c'est ça. Ouais, et puis il y en a qui sont sans gêne, des gens que tu connais à peine, qui veulent toucher, des petites mamies qui veulent toucher le Ouais, bébé, enfin, ouais, e ouais, ça exactement. tu pas fini Ouais, avec ça. mais complètement, mais ça moi je suis un peu sur mes gardes là-dessus parce que c'est vrai que j'aime pas du tout, intrusif, tu sais? Les gestes intrusifs, effectivement, les gens qui viennent toucher comme ça sans, enfin c'est pas des poupées quoi. Je veux dire, c'est pas open bar, mais bon, voilà après, moi je l'ai pris en tout cas comme, comme aussi dans mon rôle un peu de protection, tu vois? De cet environnement-là, de cet espace. Donc ouais, avec la famille, non, franchement, ça c'est plutôt, tout ça a été plutôt bien accueilli, je trouve. OK, bah, écoute, ça me paraît super. Hem, tu l'air quand même super bien préparé, bien accompagné par la doula, par la sage-femme. Heu, Maintenant avec le recul, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa? Est-ce qu'il y a des éléments que tu aurais aimé savoir, peut-être un peu plus, en amont? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Tu Ouais, oui, oui, je t'entends. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Ben, en fait, je crois que rien. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que l'expérimentation par soi-même, c'est la meilleure.
la plus juste. Et enfin, en tout cas, quand tu me poses cette question, là, j'ai rien qui me vient. Peut-être que j'ai pas assez de recul, tu vois, par rapport à. Ça fait 2 mois qu'elle est là. Peut-être que j'ai pas, ou alors j'ai pas, ça me vient pas là. Mais j'ai envie de dire que le fait de rien savoir finalement, ben t'es face à toute l'expérience. Tu vois, t'as rien en tête. Je veux dire, t'accueilles ta fille, et en fait, tu vas découvrir par toi-même. Et même si à un moment donné, tu vas peut-être un petit peu te tromper, pas faire correctement, si on peut utiliser ce terme correctement, qui est pas très adapté du coup. Mais ben, tu vas tâtonner, tu vas y aller doucement, petit à petit, et en faisant ça, ben, finalement, tu te fais de plus en plus confiance et tu récupères aussi bah, une partie de toi, une partie de cette souveraineté, parce que tu le fais par toi-même, et qui mieux que soi-même est capable de s'occuper de ton propre enfant, tout simplement. Ouais, je sais pas si j'ai un peu Ouais. répondu à ta question. Si, si, c'est beau, tu vois, être bien préparé quand même par, voilà, un bon accompagnement d'une doula, je pense que c'est quand même super important parce que elle te met en confiance et après tu sais quoi faire et après tu vis ton expérience, voilà, t'es prêt quoi. Mmh. T'es prêt, tu prêt à presque toutes les situations en fait, des plus, voilà, de l'accouchement qui arrive plus vite que prévu, tu te sens prêt du coup, tu as confiance et tu peux presque tout affronter quoi Oui, effectivement, et te laisser porter par ce qui arrive. j'avais pas bien. euh, Effectivement, je m'étais quand même. Si t'as dans l'idée d'avoir un projet comme ça, c'est important de se préparer. Mais c'est comme tout dans la vie finalement. Tu veux devenir champion du monde de natation, bah, tu vas te préparer, tu vas vraiment te préparer sérieusement, quoi. Tu vas y aller tout le temps, et bon, là, c'est pas un championnat du monde, tu vois, mais je veux dire, c'est important de se préparer complètement. Mais je pense qu'il faut pas trop non plus engrammer de trucs, tu vois, s'en mettre plein la tête et tout. Je trouve que l'accompagnement qu'on a eu, moi je me suis investi, mais c'était pas non plus, j'ai pas regardé 150 000 vidéos, j'ai pas tous les jours été à fond là-dedans et tout, tu vois, j'ai suivi un peu le truc, elle me partageait beaucoup de choses, Laetitia, donc c'est vrai que ça m'intéressait parce que j'en apprenais en fait. Et ouais, finalement, ça m'a préparé, ouais, à tout ça. Mais après, voilà, tu sais jamais ce qui va se passer le jour J, comment ça va se passer et comment tu vas réagir. Et en fait, bah, tu sais quoi, même si à ce moment-là, j'en sais rien, j'aurais pu tomber dans les pommes, hein, parce que bon, ben, quand elle est sortie, bien sûr, il y a tout qui sort en même temps, donc c'est quand même assez intense, il y a du sang, il y a beaucoup de choses. Finalement, non. Finalement, non, ça m'a même pas traversé l'esprit, du moins, j'ai même pas trouvé ça sale ou dégueulasse ou ce que tu veux. En fait, ce qui se passait là, c'était tellement unique et hors du commun que je vivais cet instant-là entièrement. Ouais, c'est beau de partager ça et ouais, bah, d'enlever un peu cette peur que souvent les hommes peuvent avoir, que voilà, il va y avoir du sang, que ça va être crade, que tu vois ta femme dans des trucs que t'as pas envie de voir. Enfin, il y a vraiment plein d'images négatives de ça, alors que en fait, c'est un moment magique, quoi. Tu sais, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à l'image de la sexualité. Il y a aussi ce truc des. Je pense que les hommes se disent, ouais, j'ai pas envie de voir ma femme comme ça et tout, parce que aussi, bah, tu sais, nous, on a vraiment cette image, bah, voilà, le sexe de la femme, c'est hyper sexualisé, tu vois. On a eu un petit bug technique à la fin de notre enregistrement, mais heureusement j'ai pu récupérer la transcription. Alors je vais vous transmettre avec mes mots ce que Jordan nous a partagé pour conclure cet échange aussi. Je vais essayer d'être aussi intense et puissant que comme il l'a. Alors on était au cœur de l'épisode où on a parlé de l'accouchement, de son accouchement à la maison, de ce moment fondateur, intense, intime, et c'était un véritable en fait rite de passage. Jordan partageait à quel point ce moment l'avait amené à revoir sa relation au corps, au désir et à la sexualité, à sortir des idées reçues de ce que devrait ressentir un homme. Ce n'est pas juste un bouleversement physique pour la femme, c'est aussi un chamboulement intérieur, aussi pour l'homme. Je cite, c'est un réapprentissage, une nouvelle sexualité, une nouvelle écoute, un temps où on se redécouvre. Ça demande à être présent, à être doux, à être patient.
et surtout parler, s'écouter, se rencontrer à nouveau. Puis il y a un autre moment fort aussi que je voulais vous remettre là, c'est ce qu'il a mis en lumière, c'est que, voilà, je cite de nouveau Jordan, le couple doit être solide, un enfant, ça ne répare pas, ça réveille. Quand on devient parent, tout est mis à nu, les blessures, les fragilités, les schémas. Et si on n'a pas posé un socle sain dans le couple, ça peut vite craquer. Jordan parle de la responsabilité de l'arrivée d'un enfant, pas dans le sens d'un poids qui empêcherait, mais dans le sens d'un engagement joyeux, profond et lucide. Je cite toujours Jordan, un enfant n'est pas un frein à la liberté, ce n'est pas un empêchement à vivre ses rêves. Les barrières les barrières viennent souvent de nous, pardon. Et, et là, je le rejoins complètement. Pour moi, les enfants et nos enfants, ça a été vraiment des révélations à chaque fois et à chaque jour. C'est eux qui nous apprennent, qui nous mettent des effets miroirs. Et à chaque âge, on a de nouveaux défis, de nouveaux apprentissages. J'aime bien dire souvent, nos enfants sont nos maîtres. On vive l'instant présent, dans le lâcher prise et dans la gestion de nos émotions. Ils nous font vraiment apprendre plein de choses et nous remettre en question, nous poser les bonnes questions pour garder le cap, parce qu'on veut le meilleur pour eux. Et c'est vraiment un beau rite de passage, comme il disait, et qui évolue en plus, qui nous fait évoluer un peu tous les jours. Ensuite, on a glissé sur sa transition de vie, le côté un peu pro. Jordan nous a parlé de son implication du coup dans les cercles d'hommes. Euh, il a fait une formation donc de breathwork, facilitateur breathwork, et le besoin de créer du lien entre les hommes, de redonner un espace pour s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, il développe petit à petit ses cercles, ses immersions, ses ateliers. Donc, il est autour de Clermont-Ferrand. Il prend son temps, il avance doucement au rythme de sa vie de nouveau papa, de jeune papa. Il est conscient que ça va prendre du temps, il faut lâcher prise sur certaines choses, que la priorité c'est son enfant. Donc il est OK de jongler entre cette nouvelle activité et de reprendre un job peut-être un peu plus alimentaire à mi-temps, parce qu'il sait que voilà, ça va mettre du temps à se construire et il faut construire ça et qu'il faut juste laisser infuser. Si je le cite encore, il dit: il y a encore beaucoup qui bouge à l'intérieur. L'accouchement, ce n'est pas l'arrivée d'un enfant, c'est la naissance d'un nouveau soi. C'était très beau, très fort. Et ensuite, pour conclure, je lui demandais s'il avait un message pour les futurs papas et les hommes qui nous écoutent. Et son message était vraiment puissant. Il disait ça, je cite toujours: faites les choses dans l'amour, dans la vérité. Soyez là, vivez les moments à fond, parce que ce qui fait que ça passe trop vite, c'est quand on ne prend pas vraiment. Voilà, je bafouille. Je recommence. Faites les choses dans l'amour, dans la vérité. Soyez là, vivez les moments à fond, parce que ce qui fait que ça passe trop vite, c'est quand on n'est pas vraiment présent. Et souvent, on discutait, on insistait sur le fait qu'effectivement, quand on a des enfants, tout passe beaucoup plus vite encore. Et malheureusement, je peux que confirmer. Mais souvent, c'est parce que on est dans le métro boulot, enfant, dodo, repas, douche, et qu'on prend pas le temps de profiter de chaque instant et de vivre pleinement toutes les expériences qui nous sont proposées. Et clairement, les enfants enfin moi, ils nous aident à être connectés au moment présent et, et à vivre chaque expérience à fond. Voilà. Eux, quand on peut aller se promener, le but, c'est pas d'arriver en haut. Le but, notamment quand ils sont petits, ils s'émerveillent à chaque pas. Un petit caillou, un petit insecte, une petite feuille, un animal. C'est le chemin qui est l'émerveillement et pas la destination. Ensuite, je lui demandais s'il avait des recommandations de livres, de podcasts, d'écoute. Donc, il recommandait bien sûr les cercles et tout le contenu de Chris Aude, voilà, que j'ai déjà cité, que vous pouvez aller voir. Et il y a un livre qu'il était en train de lire aussi un peu dans ces périodes-là, qui l'a bien aidé, c'était L'homme révélé de David Deida. Donc je mettrai les liens aussi dans le descriptif de l'article. Et donc si vous voulez un peu suivre, soutenir, et si vous êtes dans la région de Clermont-Ferrand,
voir tout ce que propose Jordan, vous pouvez le retrouver sur son Instagram, Jordan Tourette. Je mettrai aussi le lien dans la description. Et voilà, c'était vraiment un échange très, très intense, très émouvant, très, très riche. J'espère qu'il contribuera à changer cette vision de l'accouchement, cette place que peut prendre un homme dans l'accouchement, de voir que la préparation avec une doula, c'était vraiment top. Voilà, qu'on est s'en tenir soutenu. Donc un grand merci à Jordan pour ce partage authentique, humble et lumineux. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et si vous êtes papa ou futur papa, ou si un homme qui veut faire les choses autrement, sachez que voilà, vous n'êtes pas seul. Ce podcast est là pour ça, pardon. Donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!